Donc, on continue. Donc, on peut modifier le génome, et évidemment, tout de suite, les gens se disent, finalement, il y a des maladies génétiques qui sont dues à des mutations dans des gènes. Est-ce qu'on pourrait corriger ces mutations et avoir un effet thérapeutique? Et évidemment, quand on veut développer des thérapeutiques, il faut toute une recherche translationnelle qui coûte cher, parce qu'il faut démontrer, il faut avoir des choses efficaces, il faut démontrer qu'elles ne sont pas toxiques, etc. etc. Donc, chacun des acteurs de cette petite histoire que je vous ai racontée, donc Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier et M. Feng Zhang, ont chacun été impliqués dans la création de start-up, et de start-up qui ont ramassé pas mal de sous, puisque celle à laquelle est associée Feng Zhang a ramassé 160 millions de dollars, ce qui est pas mal. Jennifer Doudna, c'était 70 millions, et Emmanuel Charpentier, sa compagnie CRISPR Thérapeutique, enfin sa compagnie, celle à laquelle est associée, qu'elle a aidé à créer, a ramassé 80 millions de dollars pour développer des aspects thérapeutiques. Et en cherchant un peu, j'ai vu par exemple Editas, donc ça c'est, je dirais, un communiqué de presse, hein, ce n'est pas une publication scientifique, mais Editas dit que la première application en essai clinique sur des humains, donc on people, ça sera pour 2017. Et j'ai regardé au début, j'étais un peu étonné sur leur choix de quelle était la première application. Et la première application, c'est une maladie rétinienne, donc associée donc à une blindness, cécité, voilà, excusez-moi, qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber. L'amorose congénitale de Leber, en fait, ça fait partie de ces maladies génétiquement hétérogènes où vous avez, je ne sais plus si 7 ou 8 gènes différents qui sont responsables d'amorose congénitale. Donc, congénitale, ça veut dire que c'est une cécité très précoce. Les enfants naissent aveugles, hein, c'est une cécité congénitale, ou quasiment aveugles, disons, ils perdent la vision très, très tôt. Et d'ailleurs, aussi, la maladie de Leber, c'est l'une de celles où il y a eu, j'en avais parlé dans des cours précédents, où il y a eu des essais thérapeutiques très avancés et encourageants sur au moins une ou deux formes de maladie de Leber, montrant qu'on pouvait utiliser la thérapie génique avec un vecteur de type adeno-associated virus contenant le gène qui est un gène normal correspondant au gène défectueux et en l'injectant dans l'espace sous-rétinien pour corriger de manière assez ciblée, parce que c'est là qu'on l'injecte, des cellules rétiniennes. Et il y a eu toute une série d'articles dans New England Journal of Medicine et d'autres montrant qu'il y avait un effet thérapeutique intéressant. Et donc là, tout d'un coup, moi je me suis posé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'intéresser d'abord comme première cible à cette amorose congénitale de Leber. Alors, en fait, ils veulent traiter une des formes, celle qui concerne un gène qui s'appelle CEP290, qui est un gène impliqué dans ce qu'on appelle les cils primaires. Et en fait, celui-là, cette forme, c'est celle pour laquelle la stratégie par thérapie génique AAV ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que l'AAV ne peut contenir que des gènes d'une certaine taille et que le gène qui code pour CEP290, 290, ça veut dire
une protéine de 290 kilodaltons, c'est une très grande protéine, donc une grande séquence codante qui ne rentre pas dans l'AAV. Donc effectivement, première chose, intérêt, c'est quelque chose où la thérapie génique, telle qu'elle est définie à l'heure actuelle pour les maladies rétiniennes avec l'AAV, ça ne marche pas. Deuxième chose, effectivement, et c'est pour ça aussi que la thérapie génique avait été développée au départ sur quelques maladies tests comme l'hémophilie d'une part, mais aussi l'amorose de Leber, c'est parce qu'il est plus facile de cibler des thérapies géniques dans la rétine, c'est relativement petit, c'est bien défini, que par exemple pour une maladie du cerveau où il faudrait corriger tous les neurones, par exemple. Donc ça c'est une chose. Et puis, quand j'ai lu leur communiqué de presse, ce qui m'étonnait, c'est que je sais que ces maladies sont en général dues à des mutations ponctuelles. Donc, si on voulait corriger, il faut changer juste une base, ce qui est quand même déjà plus compliqué que de simplement faire une délétion. Ça demande d'être plus précis. Et là, il dit « The company intends to delete about 1000 paires de bases du gène de 190 dans les cellules, dans les photorécepteurs rétiniens des patients. » Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre, et donc j'ai un peu regardé sur cette maladie, et il se trouve que c'est une maladie où il y a une mutation récurrente, qui est une mutation qui est localisée dans un intron, qui crée ce qu'on appelle un site d'épissage anormal. C'est une des mutations les plus fréquentes responsables de cette maladie. Elle n'est pas responsable de la majorité des patients, mais enfin d'une bonne proportion de patients. Et donc ça veut dire que ce qu'il faut, si on cible cette mutation-là, comme c'est dans un intron c'est une séquence qui n'est pas très très importante, on peut se permettre de déléter la région et de ne pas faire une correction absolument ciblée où on veut juste modifier une paire de bases sans rien faire d'autre. Donc si vous voulez, je pense qu'ils ont choisi, pour ces trois raisons, on ne peut pas faire de thérapie génique, c'est la rétine, et parmi les amoroses de Leber, etc., il y a cette mutation-là qui se trouve dans une région où même si on n'est pas tout à fait précis, ça n'a pas d'importance parce qu'on est dans un intron. Ce qu'il faut, c'est enlever cette mutation qui crée un site d'épissage. Si on enlève 100 ou 500 paires de bases autour, probablement ça n'a pas d'importance. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, à Necker, l'équipe de Jean-Michel Rosé essaye par des ARN antisens qui seraient injectés aussi dans la rétine, d'empêcher cet épissage anormal, donc cette formation d'un messager anormal. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Alors juste aussi un peu de choses générales. Finalement, il y a des maladies génétiques où vous avez ce qu'on appelle des gains de fonction. Vous avez un gène qui code pour une protéine anormale ou un ARN anormal. Et donc la manière de corriger, ça serait d'empêcher l'expression de ce gène anormal ou d'inactiver ce gène anormal. C'est le cas de la maladie de Huntington, c'est le cas de la myotonie dystrophique, c'est le cas d'un certain nombre de maladies. Donc là, il faudrait faire ce qu'on appelle une inactivation génique pour inactiver ce gène pathogène qui a un gain de fonction. Mais le plus souvent, vous avez des mutations qui entraînent une perte de fonction. C'est le cas, je dirais quand même, de la grande majorité des maladies génétiques, qui sont plutôt par perte de fonction. Et donc là, vous avez besoin de quelque chose de plus précis, parce que ce que vous voulez changer, c'est la mutation et la remplacer par
la séquence normale et pas simplement perdre la fonction du gène. Et donc, quand vous faites une coupure par CRISPR-Cas9, donc une coupure ciblée, grâce à vos guides RNA, donc les guides RNA, c'est ceux qui sont définis par ces triangles qui vont dire, voilà, c'est là qu'il faut couper. Quand vous faites une coupure double brin, vous avez deux mécanismes qui peuvent corriger. Ce qu'on appelle le non-homologous end joining, c'est-à-dire qu'on va racoler les bouts cassés pour rétablir la continuité de la séquence, mais quand on les racole, il peut y avoir des insertions, des délétions. Ce n'est pas quelque chose de très propre. Il peut y avoir, à cet endroit-là, des mutations, des petites délétions, des petites insertions. Alors ça, ce n'est pas grave si ce qu'on veut faire, c'est d'enlever ou de muter le gène pour qu'il ne s'exprime pas. Donc on peut faire ça, ou même le mieux, c'est de faire avec deux guides RNA. Ils vont couper ici et ils vont couper là. Et donc, on va ôter, par exemple, une partie du gène, un exon, et comme ça, on sera sûr de l'inactiver, etc. Bon. Donc ça, c'est une possibilité. Quand on veut faire quelque chose de plus précis, c'est-à-dire changer une mutation, on parlait de mucoviscidose tout à l'heure, et mucoviscidose, en général, c'est une paire de bases qui est changée par une autre, ou par exemple, la mutation la plus fréquente, c'est 3 paires de bases, la mutation delta F508, qui ont été délétées. Et ce qu'on voudrait, c'est remettre la copie normale qui contient ces 3 paires de bases. Donc là, en fait, il faut utiliser un mécanisme qui ne fonctionne pas dans toutes les cellules aussi bien que le non-homologous end joining. Toutes les cellules ont une activité non-homologous end joining. Ça, c'est... il y a des cellules où c'est faiblement actif et où il va falloir fournir la séquence matrice qui va permettre de corriger. C'est-à-dire qu'on va faire effectivement la coupure et on va fournir la séquence corrigée, soit double brin, soit simple brin, pour qu'on ait exactement la correction demandée. Et puis, il y a encore une variable, une autre possibilité, c'est d'introduire un gène fonctionnel dans un endroit ciblé du génome, toujours le même, où on sait qu'il va bien s'exprimer, etc. Et donc, c'est faire une addition génique pour introduire le gène thérapeutique dans ce qu'on appelle un locus safe harbor, c'est un endroit où on sait qu'il ne va pas faire de problème, qui va s'exprimer correctement, mais qui ne va pas, par exemple, activer un oncogène qui pourrait créer des cellules cancéreuses, etc. Donc ça, c'est, disons, les différentes stratégies. C'est expliqué dans cet article de ceux qui s'intéressent à aller un petit peu plus loin. C'est une revue très, très bien faite, notamment par Feng Zhang, dans Nature Medicine, en février 2015, qui détaille vraiment les aspects méthodologiques et quels sont les éléments limitants pour les applications. Donc, je vais passer en revue quelques applications de genome editing. Et alors, je vais commencer par la thérapeutique anti-infectieuse. Alors, on va se dire, mais je ne suis pas microbiologiste, ce n'est pas un cours de microbio, je ne suis pas virologiste. Mais pourquoi j'ai choisi ça ? D'abord parce que c'est effectivement une des applications du genome editing qui est déjà la plus avancée, en tout cas avec la technique des zinc finger. Mais c'est surtout parce qu'en fait, le point de départ, c'est de la génétique humaine. Donc c'est une application qui montre que comprendre pourquoi, pour des raisons de variabilité du génome, certaines personnes sont quasiment résistantes au virus HIV, a donné l'idée d'utiliser ceci pour les thérapeutiques anti-HIV. Et donc, c'est un papier, enfin, il y avait 2 papiers au même moment, 1996, un papier d'une équipe belge
Marc Parmentier, et un papier américain dans Cell, mais ils sont parus en même temps, vous voyez, 22 août, 9 août, montrant qu'il y avait un gène qui s'appelle CCR5 pour chemokine corécepteur 5, qui, dans la population européenne, ce gène, il y a une mutation qui est assez fréquente, donc il y a probablement, je dirais, fréquence 0,16, ça veut dire qu'il y a à peu près 30% de gens dans cette salle qui ont, au moins à l'état hétérozygote, une délétion de CCR5. Ah oui, si c'est la fréquence allélique, ou c'est peut-être la fréquence, bon, enfin c'est égal, ou peut-être que 16%, oui, c'est peut-être 16%. Voilà. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes qui sont homozygotes, alors ça c'est 1% de la population, qui sont homozygotes pour la délétion de 32 paires de bases dans ce gène CCR5, mais qui inactivent ce gène, apparemment n'ont pas de problème évident de santé et sont quasiment complètement résistants à l'infection par le HIV. Pourquoi ? Simplement parce que le HIV, pour rentrer dans les cellules et dans les lymphocytes, utilise cette protéine de surface, cette protéine membranaire qui est ce récepteur de chemokine, comme moyen d'entrer dans la cellule. Donc si il n'y a pas de CCR5, la plupart des HIV n'arrivent pas à rentrer. Alors il se trouve qu'il y a une sous-population de HIV qui ont muté et qui utilisent un autre corécepteur CXCR4. Donc on ne va pas être complètement résistant contre toutes les formes de HIV, mais en tout cas contre la forme la plus fréquente. Et d'ailleurs, ce que vous voyez, regardez ici, c'est voilà, la fréquence des individus qui n'ont pas de mutation dans CCR5. Chez les séronégatifs, 83% de la population. Chez des séropositifs, 89. Alors, vous allez dire 89 versus 83, mais c'est un peu plus fort. Donc, il y a un peu plus de séropositifs qui sont CCR5 non mutés. Quand vous regardez ceux qui sont hétérozygotes, qui ont un CCR5 normal et un CCR5 inactivé, vous voyez qu'il y en a 16% chez les séronégatifs et seulement 11% chez les séropositifs. Ça veut dire que déjà le fait d'avoir un allèle inactivé ne protège pas complètement contre le HIV, mais protège partiellement, ce qui fait que vous avez moins de gens qui sont hétérozygotes chez les séropositifs que chez les séronégatifs. Et alors, c'est des petits nombres, mais ça a été confirmé dans cet autre papier, alors que vous avez 1% de personnes qui sont complètement délétées pour ce gène sur les deux allèles dans la population séronégative. Chez les séropositifs, et pourtant il y en avait un peu plus, il y en a 0. Et donc ça va, donc, et ça a été confirmé largement, que effectivement, quand vous êtes homozygote pour cette délétion CCR5, vous êtes pas à 100% résistant et pas contre tous les HIV. Je vous ai dit, il y a certains HIV qui utilisent un autre corécepteur, mais vous êtes quand même très très protégé. Alors évidemment, les gens se sont dit, mais si c'est comme ça, ce qu'il faut trouver, c'est un inhibiteur de CCR5 pharmacologique. Et effectivement, il y a des compagnies pharmaceutiques qui se sont intéressées à ça et qui ont développé un inhibiteur de CCR5 qui, semble-t-il, alors je ne suis pas spécialiste du traitement du sida, mais qui a été en tout cas approuvé au départ pour des patients chez qui avaient eu d'autres traitements et probablement qui n'étaient plus actifs, et donc chez les patients treatment experienced patients, et même comme traitement de départ en 2009. Ceci dit, je
je ne sais pas exactement quelle est l'efficacité. Ici, ça vous montre simplement que le nombre de pourcentage de patients qui ont un faible taux d'RNA HIV dans le sang est nettement plus important chez ceux qui ont été traités que chez le placebo. Donc ça montre qu'il y a une certaine efficacité de ce gène. Mais probablement cette efficacité n'est pas suffisante. Et donc, en 2006, une boîte de biotechnologie qui s'appelle Sangamo a publié un premier, au début c'était un abstract, en disant voilà, on est en train de développer du genome editing, une modification de génome, pour inactiver le gène CCR5 dans les lymphocytes de patients, parce que si vous voulez, dans l'infection par le HIV, le problème, c'est que les lymphocytes infectés vont relâcher des virus qui vont réinfecter les autres lymphocytes, et donc vous allez finir par avoir un épuisement de la population lymphocytaire. Et donc, si vous aviez une proportion de lymphocytes qui sont résistants au HIV, on pourrait se dire que cela, petit à petit, permettrait de reconstituer un système immunitaire. Voilà. Et donc, en 2006, si vous voulez, il publie ce qui est juste un abstract, Targeted Disruption, donc inactivation ciblée de CCR5 en utilisant des zinc finger nucléases modifiées. Et en 2008, un papier très cité qui montre qu'en faisant ça, dans des cellules, des cellules T, lymphocytes C, CD4, qui sont les cibles du virus du sida, du HIV, il montre que ça rend ces cellules résistantes au HIV. Donc ça, on est in vitro. Ils font ça sur des modèles souris en 2010, etc. Ils montrent aussi qu'on peut faire la même chose avec cet autre récepteur CXCR4 par rapport aux autres types de HIV, etc. Finalement, tout ça arrive à un premier essai clinique qui est Gene Editing of CCR5 in Autologous cDNA CD4 T-cells de personnes infectées par le HIV, qui est publié dans cette revue prestigieuse, le New England Journal of Medicine, en mars 2014. Pour un papier de 2014, déjà cité 150 fois. Donc, c'est un papier qui fait beaucoup de bruit. Mais quand on regarde le papier, il faut toujours regarder les papiers plutôt que simplement voir le bruit qui est fait autour. En tout cas, le papier lui-même. Okay, 12 patients traités, et c'est un essai de phase 1, simplement de voir si ce n'est pas dangereux. Et quand même, donc ça c'est si on sait lire, c'est il y a primary outcome. Donc ce qu'on recherche à démontrer de manière plus importante, primary outcome, safety, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux. Secondary outcome, on va quand même mesurer est-ce qu'il y a une reconstitution du système immunitaire et une résistance au HIV. Et effectivement, ils disent qu'il y a un peu que la survie des cellules modifiées, CCR5 modifiées, était meilleure que celle des cellules non modifiées, et que le RNA HIV est devenu indétectable chez 1 de 4 patients où ça a été évalué. Donc on commence par 12. Là, on trouve quelque chose d'intéressant dans 1 sur 4. Et le niveau de
d'ADN du génome de HIV a diminué chez la plupart des patients. Donc on va dire c'est encourageant, mais enfin leur conclusion, c'est une technologie qui pose pas de problème, c'est safe, dans les limites de cette étude sur 12 patients. Donc on n'est pas encore d'avoir guéri le HIV. Alors ceci dit, si on regarde sur leur site, ils sont déjà sur des essais de phase 1-2, hein, c'est leur sel, alors avec des cellules T, et puis aussi avec des cellules souches hématopoïétiques. Là, ils sont qu'en phase 1, et ils disent qu'ils sont maintenant à 18 sujets qui ont été traités et qui ont montré effectivement une augmentation de leur CD4 et notamment des CD4 modifiés, et que alors ce qu'ils font, c'est que tout ça, c'est des patients qui ont d'autre part un traitement pharmacologique, et puis on arrête ce traitement et on va suivre est-ce qu'ils arrivent à tenir sans traitement ou est-ce qu'il faut recommencer le traitement. Et ils disent que sur ces 18 sujets, il y en a 4 qui ont pu rester sur un traitement interrompu à long terme, donc d'antirétroviraux, pour au moins 40 semaines. Et puis, ils font une analyse modifiée en modifiant non seulement les CD4, mais il y avait des raisons de penser que si on modifiait les CD8, qui est une autre type de cellule T, ça serait intéressant. Et donc, voilà, ils disent que ça pourrait être effectivement intéressant. Donc voilà, voilà où on en est. Et là, quand même, il faut voir, 10 ans entre leur première, 2006, ou presque 10 ans, entre le premier abstract, où ils commencent à dire et quand ils font un abstract, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé, et là où on en est encore à traiter des tout petits nombres de patients. Alors, ils ont, donc Sangamo, si on regarde sur leur site, ils veulent aussi développer des zinc finger pour les hémoglobinopathies, etc. Alors, bon, ça c'est pour... J'ai regardé l'évolution de leurs actions. Vous voyez que au moment où il y a eu on commençait à parler des premiers essais cliniques, leurs actions ont beaucoup augmenté. Mais là maintenant, elles ont diminué de 2 fois et je me demande est-ce que les gens sont en train de se dire mais ils ont tout investi dans les zinc finger et que les zinc finger, c'est peut-être pas l'avenir. Donc ça, c'est les zinc finger. Je vous avais dit qu'après les zinc finger, il y avait les talents qui avaient été développés. Et là, il y a, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, dans Nature et dans les médias, on vous annonce que cette toute petite fille qui avait une leucémie qui avait résisté à tous les traitements a été traitée avec des cellules T qui ont été modifiées par Talents. Mais en fait, c'est uniquement, c'est pas pour corriger, je dirais, la mutation qui est responsable de la leucémie, c'est simplement pour avoir des cellules T dans une transplantation hématopoïétique qui ne seraient pas rejetées. Donc c'était simplement manipuler le système immunitaire, les antigènes de ces cellules T pour qu'elles ne soient pas rejetées par le système immunitaire de cette petite fille. Et apparemment, voilà, elle a bien répondu à cette thérapie. Mais pour le moment, ceci n'a pas été... c'est un cas qui va être présenté à l'American Society of Hematology en décembre, donc aucune publication, à part cette annonce médiatique. Par contre, effectivement, 2 papiers très récents ont montré qu'on pouvait inactiver le gène CCR5 et même faire exactement la mutation qui est présente chez l'homme, soit dans des cellules souches induites, les cellules EPS, mais soit de manière plus intéressante,
dans les cellules souches hématopoïétiques, qui sont celles qu'on utilise quand on fait de la transplantation médulaire. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est à partir de patients qui sont contaminés par le HIV, d'utiliser leurs cellules souches qui sont présentes dans la moelle, et notamment les cellules, on peut les purifier parce qu'elles portent cet antigène CD34, donc on va prendre les cellules CD34 positives qui sont des cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire qui vont pouvoir donner l'ensemble des cellules hématopoïétiques, notamment les globules blancs et les lymphocytes, éditées par CRISPR-Cas9, et soit, bon alors ça c'est de la technologie, etc., et ensuite leur redonner leurs propres cellules, donc c'est de la transplantation autologue. L'intérêt de la transplantation autologue, c'est que vous n'aurez pas de rejet de la transplantation, parce que vous n'avez pas un donneur qui est plus ou moins compatible. Mais ceci dit, ça c'est pas encore sur l'homme, donc la question c'est quand est-ce que ça va être fait. Mais simplement, ce qui est en tout cas intéressant dans ce papier, c'est qu'ils disent que dans 20 ou 30% des clones cellulaires qu'ils ont obtenus, il y a les deux allèles qui ont été délétés, delta CSR5. Vous voyez ici, il n'y a plus d'allèle normal, les deux allèles sont mutés. Là, il y a un allèle muté, un allèle normal. Ici, les deux sont mutés, là, les deux sont mutés, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que je vous avais dit, ceux qui sont vraiment résistants au HIV, c'est ceux qui ont les deux allèles mutés. Quand on n'a qu'un seul allèle muté, on a une résistance partielle. Apparemment, ça se développe plus lentement, mais on n'est pas complètement résistant. Donc, l'efficacité du système CRISPR-Cas9 paraît tout à fait intéressante. Alors, un autre exemple de maladie pour laquelle on est, malgré que le gène ait été identifié en 1986 et qui a eu énormément d'efforts, et on est à quelques jours du Téléthon. Vous savez que la myopathie de Duchenne, c'est une de ces maladies très, très dramatiques et relativement fréquentes pour lesquelles l'Association française contre les myopathies lutte avec beaucoup d'ardeur, et en ayant stimulé les recherches pour la compréhension de la maladie et aussi des recherches pour trouver des thérapeutiques. Il y a eu des essais cliniques récemment d'une stratégie qu'on appelle le saut d'exon, qui modifie l'expression du gène pour, je dirais, pour chez certains patients, pouvoir reconstituer un gène au moins partiellement actif, avec des résultats, je dirais, mitigés, mais apparemment, il y a des espoirs que peut-être ça pourrait marcher. Mais disons, ce n'est pas encore vraiment résolu. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une proof of concept. Il y a un mutant naturel, le mutant MDX, dans le même gène que celui qui est atteint chez les myopathes de Duchenne. Et ils ont regardé, est-ce qu'on pouvait éditer par CRISPR-Cas9, mais dans la lignée germinale, la mutation de la souris MDX. Et notamment, en regardant, ils ont vu qu'ils produisaient des animaux qui étaient mosaïques, où simplement une partie des cellules avait eu la modification. Et ce qu'ils ont vu, c'est que même quand ils ont une modification qui n'est que partielle, il semble que ces cellules modifiées ont un certain avantage sélectif et finalement arrivent à corriger partiellement le phénotype. Donc, disons, voilà, c'est ce qu'il disait. Par exemple, il y avait une souris où au départ, il n'avait que 17%
de correction génique. Je dis la recombinaison homologue, c'est souvent moins efficace que le non-homologous end-joining. Mais là, on veut vraiment faire une correction extrêmement précise. Mais quand il regardait, c'est au départ donc 17% de correction génique, mais dans les muscles des souris, finalement, on a 47 à 60% de cellules corrigées, ce qui indique que probablement ces cellules corrigées ont un avantage sélectif et vont donc rester plus longtemps dans le muscle. Et donc ceci est favorable pour une correction du phénotype. Et donc là, ce qu'il propose, c'est qu'on pourrait... Alors le problème, c'est que, évidemment, ça c'était une modification de la germline, qu'on n'a pas le droit ou qu'on ne peut pas faire pour le moment chez l'homme. Donc, comment faire sur les cellules musculaires somatiques? Et donc, il propose qu'on pourrait utiliser le système AAV, de Adeno-Associated Virus, qui apporterait à la fois Cas9 et le guide RNA. Et on sait qu'il y a des souches d'AAV qui ont une assez bonne efficacité pour le muscle. Et donc, on se dit qu'on pourrait peut-être utiliser cette approche. De manière peut-être plus intéressante, et qui illustre une des choses, je pense que les maladies qui vont être les premières, on va faire les premières démonstrations, soit c'est des maladies comme pour la rétine, où l'abord des cellules à modifier est relativement simple et ciblé, donc la rétine, ou, et c'est le cas par exemple des maladies de type immunodéficience, ou celles dont je vais parler, où il y a un avantage sélectif pour les cellules corrigées, ce qui fait que même si vous ne corrigez que 5 ou 10% des cellules, ça va être suffisant pour permettre, par exemple, une reconstitution du système immunitaire ou hépatique, etc. Et donc, ça c'est un joli papier qui est paru récemment dans je ne me rappelle plus où, c'était Nature Medicine, je crois, ou en général, je mets d'où ça vient. C'est une maladie métabolique qui s'appelle la tyrosinémie, maladie qui est particulièrement fréquente au Québec, autour du lac Saint-Jean, pour des raisons de ce qu'on appelle d'effets fondateurs. Et c'est donc une enzyme qui est déficiente, et ça entraîne une accumulation de métabolites toxiques dans les hépatocytes et qui est responsable d'une hépatotoxicité très sévère. Alors, ceci dit, c'est une maladie qui était extrêmement sévère, mais où maintenant on a une thérapeutique pharmacologique qui, semble-t-il, est un effet tout à fait intéressant. Donc on peut se dire que c'est peut-être pas la maladie où on a le plus besoin de trouver une thérapie, mais ça permet en tout cas de comparer l'efficacité de l'editing avec celui de la thérapeutique pharmacologique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté dans la circulation, hydrodynamic injection, évidemment la circulation va passer par le foie, des composants CRISPR-Cas9, c'est-à-dire un vecteur qui va exprimer Cas9 et qui va exprimer le guide RNA. Et ils se sont aperçus que grâce à ça, ils corrigeaient, c'est pas terrible, on peut se dire, mais c'est qu'une cellule sur 250. Mais en fait, ces cellules, une sur 250, si vous enlevez le traitement, les hépatocytes qui vont survivre, c'est ceux pour lesquels il y a eu correction. Et on s'aperçoit ici, alors j'espère que vous allez voir, si vous arrêtez ici le traitement
pharmacologique. Donc c'est un souris modèle de tyrosinémie. Si vous arrêtez le traitement pharmacologique, vous voyez que les souris meurent, et ça c'est le poids des souris, et évidemment quand elles sont là, c'est qu'elles sont mortes. Et vous voyez, il y a 3 souris qui ont été corrigées avec des guides ou différents, donc avec des endroits différents de correction, et vous voyez qu'elles survivent mieux, ou même celle-là qui survit complètement, sans doute parce que c'était un peu plus efficace. Et là, il mesure aussi les marqueurs de toxicité hépatique. Ça, c'est une souris traitée pharmacologiquement. Ça, c'est la souris auquel on a arrêté de traiter pharmacologiquement, et vous voyez les marqueurs de toxicité hépatique qui explosent. Et celles qui ont été traitées par genome editing, vous voyez qu'on revient à peu près au niveau de la correction pharmacologique. Donc, une leçon de ça, c'est effectivement, même si ça c'est vraiment du in vivo, hein, on ne corrige pas dans des cellules hématopoïétiques ou des cellules souches, on corrige directement dans l'animal. Donc, ça va être, dans ce cas-là, moins efficace, mais si on a un avantage sélectif, ça peut suffire à avoir une correction thérapeutique. Un dernier exemple, pareil aussi, ça c'était un cours que j'avais fait il y a, je crois, 2-3 ans, où j'avais parlé de génétique des maladies communes et notamment de l'hypercholestérolémie. Et j'avais dit que grâce à ces études génétiques, on a identifié un gène PCSK9, qui code pour une protéase, qui, quand il est inactivé, même un allèle sur 2, ça entraîne une diminution du cholestérol et une protection contre les problèmes cardiaques, des problèmes d'infarctus de myocarde. Eh bien, là, il y a 2 choses dans ce papier. Une chose, c'est qu'ils ont utilisé un vecteur AAV qui exprime une protéine Cas9 et le guide RNA dans un seul vecteur AAV pour cibler le gène PCSK9 dans le foie de la souris, et que une semaine après l'injection, ils observaient plus de 40% de modifications géniques. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que le papier précédent. C'est un papier de Feng Zhang, et on y reviendra. C'est vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de rendre ce système le plus efficace possible, et avec une réduction du cholestérol dans la souris. Alors, juste une chose aussi, jusqu'à présent, tout le monde utilisait le Cas9 de Streptococcus pyogenes, c'est le premier, voilà. Et dans ce papier, ils disent, oui, mais le gène qui code pour ça, il est un peu grand, et si on veut tout mettre dans un vecteur AAV, on a du mal à tout rentrer, à la fois Cas9 et puis le guide RNA. Donc il a cherché de manière systématique dans diverses bactéries, est-ce qu'il n'y avait pas des Cas9 plus petits. Et il a trouvé staphylocoque doré, aussi un gène de type Cas9, mais qui est plus petit et dont il montre qu'il apparemment a l'air aussi efficace. Et donc, grâce à ça, il peut mettre dans un seul vecteur viral, à la fois Cas9 et le guide RNA, et c'est peut-être pour ça qu'on a une correction plus efficace. Alors ceci dit, ce qu'il cherche ici à faire, c'est à inactiver le gène, alors que dans le papier précédent, celui sur la tyrosinémie, il s'agissait de corriger de manière spécifique. Et donc, comme j'ai dit, inactiver un gène,
on peut le faire salement, d'accord? L'essentiel, c'est qu'on les bousille. Tandis que corriger très précisément une mutation ponctuelle dans un gène, c'est quand même plus difficile. Donc la différence d'efficacité, c'est peut-être aussi de faire quelque chose qui est juste une inactivation, ce qui est le cas de PCSK9. Voilà. Donc, je crois, quelqu'un m'avait parlé de mucoviscidose. Alors, un autre joli papier comme preuve de concept, dans des cellules intestinales de patients atteints de mucoviscidose, et on peut reconstituer ce qu'on appelle des organoïdes. Il y a un type, un Hollandais qui s'appelle Hans Clevers, qui est un type tout à fait remarquable, qui a montré qu'on pouvait corriger la mutation delta F508 présente chez les patients, chez la majorité des patients avec mucoviscidose dans ces cellules, reconstituer des organoïdes qui, du point de vue fonctionnel, montrent effectivement une correction fonctionnelle du gène CFTR. Donc, très joli, mais comme il conclut dans sa conclusion, comme la mucoviscidose est une maladie où il y a beaucoup d'organes qui sont touchés, la mucoviscidose n'apparaît pas comme étant un candidat prioritaire pour des applications cliniques d'une thérapie au niveau de cellules souches adultes, c'est-à-dire par opposition à germline. Voilà. Et donc il dit, voilà, ça montre que ça peut être utile, mais peut-être pour d'autres maladies génétiques, et que effectivement, on ne voit pas très bien pour le moment comment on pourrait corriger les cellules de l'épithélium bronchique, qui sont des voies respiratoires, qui sont principalement atteintes. Voilà. Alors encore juste un papier intéressant. Vous savez que des gènes peuvent être inactivés par des modifications épigénétiques, des méthylations ou des modifications des histones. C'est ceux qui écoutent le coup de Edith Heard savent évidemment beaucoup de choses sur les modifications épigénétiques. Et là, c'est un très joli papier aussi qui montre que on peut coupler à CRISPR-Cas9, où on aura enlevé l'activité nucléase, mais garder donc cette possibilité de cibler une région grâce à un guide RNA. On la couple avec une activité enzymatique de modification des histones qui est une acétyltransférase. Et il montre dans ce papier qu'on peut de manière ciblée activer un gène en changeant le niveau d'acétylation des histones en apportant cette protéine donc, qui va avoir cette activité acétyltransférase de manière ciblée. Parce qu'un des problèmes des thérapeutiques dites épigénétiques, c'est que si vous ne ciblez pas, vous allez modifier l'expression de nombreux gènes. Et donc, il y a des gènes où c'est bien qu'ils soient plus exprimés, mais d'autres où c'est pas bien qu'ils soient plus exprimés. Là, ça serait une possibilité de diriger de manière spécifique, cibler une modification épigénétique d'un gène. Et puis, je vais terminer. Donc, je vais peut-être passer, oui, enfin, disons, dans cette revue aussi que je vous ai déjà citée de Nature Medicine, ils disent, voilà, si on veut avoir des effets thérapeutiques, la question, c'est est-ce que vous avez une suffisamment bonne efficacité pour avoir une bonne proportion de cellules modifiées, parce qu'effectivement, si ce n'est pas efficace, vous n'aurez pas d'effet thérapeutique, mais ça sera d'autant plus efficace si vous avez un avantage sélectif. Vous avez modifié 5% ou 10% des cellules, et parce que vous avez un avantage sélectif, c'est le cas, par exemple, de certaines immunodéficiences ou de la tyrosinémie, et peut-être, il s'était suggéré pour la myopathie de Duchenne dans ce papier sur la souris MDX, vous allez finalement avoir plus de cellules dans l'organe que vous voulez corriger qui sont corrigées, parce que celles qui sont corrigées ont eu un avantage sélectif. Par contre, s'il n'y a pas d'avantage sélectif, vous n'allez pas avoir
d'efficacité. Donc tout ça, c'est pour avoir une efficacité, il va y avoir développer des stratégies à la fois pour augmenter l'efficacité du genome editing, pour savoir aussi quels sont le type de cellules qu'on peut modifier, quelles sont par exemple les cellules qu'on peut modifier par recombinaison homologue, ce qui est nécessaire si on veut faire du travail très précis de correction d'une mutation précise. Et je terminerai voilà, rapidement un petit peu pour la guerre des brevets, parce que alors ça c'est assez... Donc, quand on regarde les choses, premier papier vraiment qui dit que voilà, on peut utiliser ce système pour faire de l'editing, c'est le papier de Charpentier et Doudna, 2012. Et évidemment, elles ont déposé un brevet. Vient après M. Feng Zhang et le Broad Institute qui publie début 2013, qui dépose le brevet après celui de Doudna Charpentier. Mais il existait à l'époque, et apparemment maintenant ça n'existe plus, mais au moment où il le faisait, une loi spécifique américaine que, en Amérique, vous pouvez utiliser comme date non pas uniquement la date du dépôt de brevet, mais la date où les manips qui montraient que ça a été fait, démontrant l'efficacité, c'était avant les autres, même s'ils ont déposé le brevet. Et alors, de manière très curieuse, et apparemment c'est parce que le Broad Institute a donné de l'argent au système de brevets pour qu'ils examinent le brevet de manière accélérée, le brevet du Broad Institute, le brevet Feng Zhang, qui a été déposé après celui de Doudna Charpentier, a été accepté, alors que celui de Doudna Charpentier n'est toujours pas accepté, toujours en examen. Et donc maintenant, alors Doudna, c'est l'université de Berkeley, et donc maintenant, les gens de l'université de Berkeley, Regents of Public University, asked the request, en fait, ils essayent d'aller contre, effectivement, le fait que le brevet a été donné à Feng Zhang. Alors Feng Zhang, lui, il dit qu'il avait déjà ces choses avant le papier de Doudna et Charpentier. Donc il y a vraiment une grosse bagarre. Apparemment, Feng Zhang a soumis 1000 pages de ses papiers de labo comme à l'appui. Et après, ce que j'ai lu quelque part, en fait, cette loi américaine qui était quand même quelque chose de tout à fait particulier dans le système universel de brevets, maintenant, c'est fini. Sauf qu'ils ont déposé alors que ce système existait encore. Voilà. Donc grosse... alors, Zhang dit que lui, il a montré vraiment que ça marchait sur les cellules humaines. Mais ce que les autres disent, mais de toute façon, c'est tellement efficace que tout le monde arrive à faire marcher sur les cellules humaines, donc il n'y a pas d'invention à montrer que ça marche sur les cellules humaines. L'invention, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut le faire marcher. Voilà. Et alors, c'est assez curieux, mais sur un des articles sur cette guerre, vous voyez, bon, alors c'est peut-être... c'est vraiment... il montre ça comme une guerre, comme en Irak ou en Syrie. Et alors, ce qu'ils disent, c'est est-ce que, finalement, cette guerre va s'arrêter? Pourquoi? Parce que M. Feng Zhang, qui cherche des protéines Cas avec des meilleures efficacités, vient de publier, donc il pose la question, est-ce que la guerre est déjà finie parce que finalement Cas9 c'est du passé et on va utiliser maintenant CPF1 parce que c'est quelque chose de plus petit qui fait, au lieu de faire des coupures double brin franches, des coupures décalées, ce qui a un avantage
pour notamment pouvoir réinsérer de manière très précise des séquences dans l'endroit qui a été découpé. Donc la question, finalement, voilà, donc c'est la comparaison des avantages de CPF1 sur Cas9. Et donc la question, c'est est-ce que finalement, maintenant, tout le monde va se précipiter sur CPF1. Et donc la question, c'est est-ce que des brevets Cas9 sont suffisamment larges pour couvrir aussi les applications avec une autre CPF1, etc. Donc, en tout cas, j'avais discuté récemment avec Emmanuel Charpentier, qui disait que sa compagnie avait déjà dépensé, je crois, je ne me rappelle plus si c'était $1 million ou $2 millions en frais d'avocat pour ces histoires de brevets. Alors, dernière chose, je ne sais pas s'il y en a ici qui lisent ou qui écoutent M. Laurent Alexandre. Alors, ne le faites pas. OK ? Voilà, M. Laurent Alexandre, qui est quelqu'un qui doit absolument dire que soit tout va être merveilleux, soit au contraire tout va être très très dangereux, mais il faut toujours que ça soit extrême pour que les gens écoutent, dit que, alors il cite CRISPR et Talent, ça montre qu'il suit la littérature, n'est-ce pas ? Et donc il dit, grâce à des nouvelles enzymes qu'on appelle les CRISPR et les Talent, on va faire la thérapie génique, c'est l'étape ultime, puisque le bébé ne détournera alors plus des ovules et des spermatozoïdes de papa et maman. Et on va pratiquer l'eugénisme intellectuel, parce que le chauffeur de taxi qui sera remplacé dans quelques années par la Google Car voudra que ses enfants ne soient pas chauffeurs de taxi, puisqu'on n'aura plus besoin de chauffeurs de taxi, mais qu'ils soient ingénieurs. Et en plus, il faut non seulement, mais qu'ils soient vachement intelligents, parce que comme avec l'intelligence artificielle, bientôt les ordinateurs seront, si ce n'a pas déjà fait, plus intelligents que nous, il faudra des super intelligents, etc. Enfin, bref, donc il y a tout ce... Et alors il dit d'ailleurs, la Chine rejette déjà les variants génétiques qui favorisent les QI les plus élevés. Le Beijing Genomics Institute s'est lancé dans le séquençage de l'ADN de 2200 individus porteurs d'un QI au moins égal à 160. Et donc l'idée, c'est quand on saura quelles sont les modifications génétiques qu'il faut entrer pour avoir un QI à 160, ceux qui peuvent se le payer, en tout cas, vont pouvoir faire ce truc. Alors, sauf que cette histoire de QI à 160 et des déterminants génétiques, effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'une seule mutation dans un gène, une sur les 6 milliards de paires de bases de notre génome diploïde. Il y a des gènes, si vous mettez une base, ça va entraîner un retard mental sévère. Il y a au moins 400 gènes, si vous faites une mutation sur les 6 milliards, ça entraîne un retard mental sévère. Mais ça ne veut pas dire que dans le sens contraire, il suffit de rentrer. Hein, c'est comme casser une voiture. C'est très facile, vous pouvez faire des tas de choses qui font qu'une voiture ne marche pas. Mais améliorer une voiture, ça demande des bureaux d'études avec des centaines d'ingénieurs qui travaillent pendant des années pour avoir une amélioration un petit peu. Et simplement, pour vous donner, pour répondre à M. Laurent Alexandre, parce que vraiment il m'énerve prodigieusement, effectivement, il y a un premier papier qui a essayé de savoir est-ce qu'on pouvait, parce que là, les techniques qu'on appelle le Genome-Wide Association Study, qui est une technique classique pour trouver des gènes qui prédisposent ou qui modifient le risque de maladie commune ou d'avoir des cheveux bouclés ou d'avoir une peau plus ou moins foncée, etc. Donc, ils ont fait une étude sur 1400 individus qui ont un QI de plus de 170, pas mal, hein, et comparé à 3200 contrôles de la population QI, disons, normale. Et ils ont testé 200 000 variations dans des exons, notamment celles qui modifient des protéines, etc., etc. Et le résultat, nous n'avons observé aucun variant altérant une protéine qui soit de manière reproductible associé soit avec une intelligence extrême, soit même simplement à moduler
dans la distribution de l'intelligence, le QI. On a aussi essayé, parce que quelquefois il y a des gens, mais peut-être qu'il peut y avoir des allèles rares multiples dans le même gène qui pourraient avoir un effet. Donc on a testé ça aussi. On n'a aussi rien trouvé. Mais effectivement, il y a une méthode à l'heure actuelle de statistique génétique que je ne comprends pas très bien et qui me laisse toujours un petit peu rêveur, mais enfin que tout le monde fait, qui dit que si on prend l'ensemble du génome des individus testés et des variations, on s'aperçoit que dans ces variants qu'on a testés, il y en a qui pourraient expliquer 15% de l'héritabilité de l'intelligence. Sauf qu'ils ont chacun un effet tellement faible qu'on n'arrive pas à les identifier pour savoir lesquels de ces variants. C'est peut-être une centaine de variants ou 1000 variants qui chacun ont un petit effet si on a les 100. Sauf que si on veut faire de la modification génétique comme prôné par M. Laurent Alexandre, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit modifier. Et puis ça ne va pas être 1, ça ne va pas être 10, ça ne va probablement pas être 100. Voilà. Et puis ensuite, la question, c'est est-ce qu'en modifiant ça, on fait des off-targets, c'est des modifications autre part dans le génome? Est-ce qu'il y a des interactions qui n'ont pas été prévues, etc. Donc, c'est simplement pour vous rassurer si vous avez besoin. Et bon, ça, c'est juste pour dire qu'effectivement, d'autres études sur 18 000 enfants ou sur 54 000 adultes pour essayer de trouver des variants génétiques expliquant des variations d'intelligence n'ont rien trouvé. Donc, je pense que ce n'est pas un problème à court terme ni à moyen terme. On n'en est pas à modifier le génome pour pouvoir choisir des enfants qui auront des QI de 150. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous remercie.